Nous allons cette fois-ci nous intéresser à la couverture médiatique à Paris d'abord et peut-être au-delà du siège de Toulon en 1793 et nous commençons donc bien évidemment avec l'estampe qui nous concerne depuis déjà un petit moment, celle qui a été publiée par un certain Jean, rue Saint-Jean-de-Beauvais au numéro 10. Alors numéro 10, est-ce bien une adresse? Parce que lorsque l'on trouve d'autres estampes sur le même sujet du même éditeur, nous pouvons ici avoir le numéro 4. Cela a impliqué quelques petites recherches. Après tout, il peut avoir déménagé ou avoir numéroté ces estampes sur le sujet. J'ai donc consulté les estampes disponibles de ce destinateur, de la Peña, et trouvé également une autre collaboration avec le même éditeur, toujours au numéro 4 et pour une période relativement précoce. D'ailleurs, à titre indicatif, le même dessinateur a réalisé aussi cette estampe sans que nous ayons la précision de la ville ici assiégée. Peut-être pourrait-on la reconnaître à l'arrière-plan. Et d'ailleurs, vous pouvez constater dans le petit encadré qu'il n'a pas uniquement travaillé pour le fameux Jean, mais aussi chez un certain François, pour toujours essayer d'identifier un petit peu ce qu'il en est de cet éditeur, sans pouvoir faire son parcours de manière très précise. J'ai aussi déniché cette estampe historiée qui présente un certain intérêt et montre d'ailleurs accessoirement qu'il a aussi collaboré avec un certain Mondart, sans doute là encore au début de sa carrière. Quelle durée, nous n'en savons rien. Voici un petit zoom sur cette estampe historiée dont le dernier événement représenté est le 29 novembre 1792, autrement dit bien avant le siège de Toulon. Autre estampe de la même série, toujours par le même éditeur avec le même collaborateur. Cette fois-ci, le dernier événement date du 6 novembre 92. D'ailleurs, il est étonnant que la seconde couvre une période chronologique moindre que la première. Passons les détails. Le même éditeur a aussi publié une autre estampe sur le siège de Toulon, cette fois-ci la prise de la ville, et désormais il est ici au numéro 32 de la rue Jean de Beauvais, autrement dit, il aurait peut-être une fois de plus déménagé. Alors concernant d'ailleurs cette estampe, je me suis amusé un petit peu au jeu du qui est-ce, voir la vidéo précédente, c'est peu concluant. Nous pouvons observer avec le cavalier que, vraisemblablement, ce profil de moustachu était un stéréotype assez courant, je ne reviens pas trop là-dessus. Il se pourrait que le général Dugommier apparaisse ici, clairement pas ressemblant à ses traits d'époque, mais là encore, je ne reviens pas sur la vidéo précédente. En revanche, j'attire votre attention sur ce petit document qui se trouve être en fait un plan, même s'il est assez peu distinct. Autrement dit, il pourrait s'agir de Bonaparte, officier d'artillerie qui présente son plan au général Dugommier, mais même si je remets le profil dans le bon sens, clairement il n'est pas ressemblant. D'ailleurs ici, il a de nouveau les traits de ce stéréotype du moustachu que l'on trouve souvent chez les militaires dans les estampes d'époque. Vous pouvez constater en haut à droite qu'il y a une petite note manuscrite. Alors comme c'est mal écrit, on ne sait pas bien si c'est le 12 décembre 93 ou le 19 décembre 93, mais de fait, les événements relatés, normalement, se rapportent à la prise de la ville entre le 16 et le 19 décembre 93. Toutes ces choses étant dites sur cette estampe, on peut également faire une recherche biographique un peu plus approfondie sur les auteurs, Lebeau et Naudet. La Bibliothèque nationale de France fournit de brèves notes biographiques dans certains cas. Je ne les ai pas affichées de manière bien précise, je n'en ai guère mis que les références. Concernant Naudet, la principale information est celle de la date de sa mort, je reviendrai dessus après. Quant à Pierre-Jean, nous avons ici quelques informations supplémentaires, mais rien qui permette de dater précisément ces estampes à partir de l'adresse de son imprimerie. J'ai d'ailleurs consulté à tout hasard les différentes publications qui lui sont attribuées dans ce listing, et même si j'en ai retrouvé certaines qui touchent à la prise de la ville de Toulon ou à l'histoire napoléonienne, l'estampe qui nous intéresse présentement n'apparaît pas. J'ai accompli la même démarche avec le graveur Pierre-Adrien Lebeau, sans succès de nouveau. Je relève une estampe qui peut être utile. De même avec le dessinateur Thomas-Charles Naudet, là encore, sans succès, l'estampe qui nous intéresse n'apparaît pas. Détail en revanche amusant, c'est que en farfouillant dans l'histoire de cet éditeur, j'ai retrouvé une fois de plus cette estampe-là,
dans sa version colorisée, et comme vous pouvez le constater, elle est symétrique par rapport à la précédente, autrement dit, l'une a été la copie de l'autre, mais je ne reviens pas sur ce point. Le point qui nous intéresse ici, c'est que cette estampe manifestement précoce, du moins le modèle d'origine l'était, par rapport aux uniformes, etc., et ici, elle est datée de 1792-95, cette estampe aurait été réalisée au numéro 32 de la rue Jean de Beauvais. Bref. Est-ce que cet éditeur a eu plusieurs adresses? C'est un petit peu compliqué. Le numéro 32, on le trouve aussi au moment de la campagne d'Italie. Si on cherche Napoléon, on trouve deux cavaliers qui ressemblent à des officiers plutôt mis en valeur par la scénographie. Cependant, pour l'un et l'autre, le profil de Bonaparte ne se reconnaît pas, et je dirais même mieux, l'un et l'autre semblent avoir un profil là encore stéréotypé. En fait, ils ont le même visage, c'est seulement l'expression qui change dans les deux cas de figure. Mais passons ce détail. Bonaparte, ce qui nous intéresse un petit peu plus, dans le même atelier d'imprimeur, a commencé à être l'objet d'une légende, ici d'une série historique qui lui est dédiée, à partir de 1799, à en croire les dates données ici par la Bibliothèque nationale de France. J'aurai l'occasion de revenir sur ce document qui est quand même utile pour notre sujet. Je passe pour l'instant. Toujours au numéro 32, le sacre de Napoléon. Je n'insiste pas sur ce point. Et enfin, plus intéressant, la bataille de la Moskova qui a eu lieu en 1812. Or, le dessinateur est censé être mort en 1810. Il y a clairement de petits problèmes de datation. Sur cette estampe, à titre indicatif, on ne trouve pas Napoléon, sans doute ici au profit du général en chef Bagralion, alors que dans une autre version de la même bataille, cette fois-ci, Napoléon apparaît assez clairement. Mais désormais, vous pouvez constater aussi que l'atelier d'imprimeur est de nouveau au numéro 10 de la rue Saint-Jean-de-Beauvais. Autrement dit, est-ce que cet imprimeur a déménagé à 4 reprises? Cela reste à voir pour terminer au numéro 10. En quelque sorte, mais là il faudrait faire des recherches plus approfondies, par exemple à l'aide de ce document. La question qui se pose est de savoir si l'estampe qui nous intéresse date de la première période, fin des années 90, ou au contraire d'une période nettement plus tardive, fin des années 1800, début des années 1810. J'aurai l'occasion de revenir sur ce point, mais il est utile de voir un petit peu comment à Paris on couvrait le siège de Toulon. Lors de la période qui nous concerne, l'une des estampes les plus précoces serait celle-ci, de 1793. J'apprécie d'ailleurs le style un petit peu impersonnel de l'estampe. Ce sont vraiment les événements historiques qui sont relatés plutôt que des héros qui sont mis ici en valeur. Et la rhétorique du court texte en dessous rappelle très nettement la période de la Terreur. Autre couverture du même événement, cette fois-ci, on voit la prise de Toulon et les Anglais qui s'enfuient, mais nous avons une information assez intéressante sur les personnages, sur les héros de l'événement, même s'ils sont mal identifiés dans la confusion de cette fuite des Anglais. Nous retrouvons ici les représentants du peuple, Robespierre, Salicetti, Ricord et Fréron, et Dugommier, commandant à l'ouest, Lapointe à l'est. Mais le point utile, intéressant, c'est de voir que les troupes ici seraient menées par les représentants du peuple, il avait à sa tête, etc., les représentants, et cela correspond à vraisemblablement un mythe d'époque que Napoléon, dans ses mémoires, a démenti, notamment s'agissant du siège de Toulon, plus précisément de la prise du fort Mulgrave, également surnommé le Petit Gibraltar. J'aurai sans doute l'occasion de reprendre ce point plus tard, mais peu importe, ce serait donc un mythe d'époque. Les représentants du peuple auraient eu à cœur de tisser leur légende avec un relatif succès auprès de la population. Dans cette autre estampe, nous retrouvons sensiblement la même idée. Nous constatons que les généraux partagent leurs dangers. Autrement dit, il semblerait que les représentants du peuple s'exposent au premier chef et que les généraux soient là en soutien des représentants du peuple. C'est une inversion des rôles assez intéressante. Et cette inversion des rôles se répercutait même dans l'opinion publique parisienne à travers des spectacles. Ici, une pièce de théâtre consacrée à la prise de Toulon. On constate que les représentants du peuple ont les premiers rôles, alors que les généraux, d'ailleurs Dugommier est mal orthographié, les généraux, eux, sont muets. Ils sont là comme figurants. Cela montre bien quelle représentation le peuple parisien se faisait à ce moment-là des différents protagonistes du siège de Toulon.
Autrement dit, s'agissant de Napoléon, il était clairement en retrait. Autre représentation d'époque faite à Paris du siège de Toulon, car il a bien fallu se moquer des Anglais qui ont été chassés hors du continent. Alors je ne m'appesantis pas trop sur chacun de ces personnages. Le duc d'York, d'abord, qui jouait un rôle éminent du côté britannique. Ici, le même duc d'York, mais portant son souverain sur le dos, fuyant donc le continent. Et enfin, une représentation clairement satirique qui a d'ailleurs volontiers recours aux scatologies pour moquer le personnage britannique. Enfin, j'en viens à cette image d'Épinal. Ceci est devenu proverbial, mais en fait, au départ, les images d'Épinal, ce n'étaient jamais que des estampes imprimées à Épinal, mais imprimées de manière tardive, ici 1834, pour donner une vision édifiante de l'histoire de France. Et bien évidemment, cette vision édifiante profite au premier chef à Napoléon, qui désormais, dans la reconstruction de l'événement siège de Toulon, occupe toujours le premier rôle et toujours au centre de l'attention. Si je récapitule, nous avons déjà abordé plusieurs aspects de cette image sur lesquels je ne reviens pas, voir la vidéo précédente pour cela, et nous venons d'observer que entre Paris et Épinal, la place de Napoléon avait manifestement cru au fil du siècle, avec de grandes interrogations relatives à l'adresse de l'imprimeur. Manifestement, il est domicilié au numéro 10 de la rue Saint-Jean-de-Beauvais, mais est-ce que c'est sa première domiciliation ou la dernière qui apparaît dans les estampes? Clairement, cela change la datation de l'estampe. Il nous reste encore une enquête à poursuivre. Cette fois-ci, l'indice que nous traiterons la prochaine fois vient d'apparaître pour les personnes les plus vigilantes, mais de plus en plus, cette estampe apparaît comme une estampe téléologique qui anticipe le destin prestigieux de Bonaparte. J'ai posé une question à laquelle je n'ai toujours pas répondu, quant à savoir si la première célébrité de Napoléon était d'abord nationale, avec justement l'estampe parisienne, ou méridionale. À l'aide du programme, vous pouvez deviner du moment où nous répondrons pour de bon à cette question. Il y a toujours une petite énigme qui se glisse dans ces vidéos, mais quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre attention.